Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouveau cours sur le problème à trois corps en physique quantique. Et aujourd'hui, je dirais, on va attaquer un gros morceau qui est le problème d'Efimov pour trois particules identiques, plus précisément trois bosons. Donc on aura une fonction d'onde qui devrait être complètement symétrique par échange des particules. Alors, avant de commencer, comme toujours, je vous rappelle les prochains séminaires. Tout à l'heure, on va avoir le plaisir et l'honneur d'écouter Alain Aspect, qui va nous parler de paradoxe EPR, d'inégalité de Bell et de toutes les conséquences que ce problème a pu avoir sur les nouvelles technologies quantiques. La semaine prochaine, on aura Tillman Eslinger qui nous parlera de topologie dans l'interaction atome-lumière. Et je vous rappelle que l'après-midi de la semaine prochaine, vendredi 14 avril, donc de 14h à 18h, on aura un mini-atelier sur les problèmes généraux de systèmes ouverts en physique à n-corps. Et les intervenants sont écrits ici. Donc il y aura Tillman Eslinger, qui aura donc fait le séminaire le matin, mais qui reparlera d'un sujet différent l'après-midi. Et puis Isabelle Bouchoul, Nathan Goldman, Benjamin Huard, Leonardo Mazza et Adam Naoum. Voilà. Et par ailleurs, vous vous souvenez peut-être du séminaire de Gerhard Rempe qui avait été annulé pour des raisons de santé, séminaire du 17 mars. Il a été reprogrammé dans la série des séminaires du laboratoire Kessler-Brossel pour le 28 juin à 11h. Je referai une annonce sur la liste de diffusion le moment venu. Voilà. Donc, attaquons le problème d'aujourd'hui, qui est donc le problème de trois particules identiques, chacune de masse m. Et comme toujours, ces particules interagissent entre elles par un potentiel à deux corps. Ce potentiel à deux corps est un potentiel de courte portée. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut, avec ces trois particules interageant chacune 2 à 2 par un potentiel à courte portée, est-ce qu'on peut former un édifice lié à trois corps? Et la réponse qu'on va voir, c'est oui, c'est une réponse positive. Il peut exister des états liés à trois corps, même si le potentiel à deux corps, le potentiel binaire, n'est pas suffisant pour créer un dimère. Donc le potentiel à deux corps peut être trop faible pour créer un état lié à deux corps, mais néanmoins, il peut exister des états liés à trois corps. Ce sont les états borroméens dont j'ai déjà parlé, états qui ne restent ensemble que parce que les trois particules sont là, mais si jamais j'en enlève une, eh bien les deux autres vont vivre leur vie indépendamment l'une de l'autre. Et ce qu'on va même voir, c'est que si cette interaction à deux corps est résonante, c'est-à-dire si j'admets que j'ai un bouton pour changer la forme du potentiel, si je me mets juste au seuil où le premier état lié peut apparaître, ou disons un état lié peut apparaître dans ce potentiel à deux corps, eh bien quand l'interaction à deux corps est résonante, à ce moment-là, on a une infinité d'états liés à trois corps, et cette infinité d'états liés, elle émerge parce qu'on a notre potentiel favori pour cette année en moins 1 sur R2 qui apparaît, on va le voir ensemble aujourd'hui, et ça donne naissance donc à une infinité d'états liés dont les énergies sont reliées forment une suite géométrique avec une raison qu'on va savoir calculer. Alors pour être un tout petit peu plus précis, donc, l'interaction à deux corps de courte portée est caractérisée par finalement un nombre important qui est la longueur de diffusion petit a. Je vais supposer que cette longueur de diffusion est grande devant la portée du potentiel, la portée petit b, et on va même prendre la limite d'une portée nulle, b tendant vers 0 en prenant un potentiel de contact, le pseudo-potentiel. Et quand on fait ça, eh bien, on obtient, quand on trace les énergies possibles des différents constituants en fonction de la longueur de diffusion A, plus précisément de 1 sur A, eh bien, on obtient un résultat qui est très proche du résultat qu'on a réussi à établir ensemble la semaine dernière. La semaine dernière, on avait considéré le problème d'une particule légère avec deux particules lourdes, problème petit m, grand m, grand m. Eh bien, la structure générale du résultat, schématiquement, est très voisine, c'est-à-dire qu'on s'intéresse déjà à des états liés, donc des énergies négatives, donc la partie, le demi-plan inférieur dans ce graphe-là. Donc ici, je trace ces énergies en fonction de 1 sur A. Donc la résonance, le point où l'état lié à deux corps est sur le point d'apparaître, ce qui est caractérisé par une longueur de diffusion infinie, c'est le théorème de Levinson, je vous rappelle, eh bien c'est A égale l'infini, donc plus ou moins l'infini, donc 1 sur A égale 0. Donc la résonance, c'est l'axe vertical ici. Donc à résonance, c'est ce que j'annonçais sur la diapositive précédente, j'ai donc une infinité d'états liés qui sont les trimères n, n plus 1, n plus 2, etc., qui sont de plus en plus proches de l'origine, mais j'en ai une infinité. Si maintenant je m'écarte de la résonance, si je vais du côté A négatif, donc potentiel à deux corps, insuffisant pour former un état lié à deux corps, eh bien, j'ai malgré tout des états liés à trois corps qui apparaissent, en nombre fini cette fois-ci,
Si je me mets là, si je prends une ligne verticale, je vais avoir un nombre fini d'étaliers, de lignes rouges, si vous voulez. Et puis quand j'augmente de plus en plus 1 sur A, c'est-à-dire que je diminue A par valeur négative, la valeur absolue de A par valeur négative, eh bien, les trimères disparaissent les uns après les autres, c'est-à-dire que quand je me rapproche d'ici, l'énergie du trimère devient de plus en plus proche de 0, jusqu'à une valeur critique de petit a qu'on avait noté A-, A-indice n pour le nème trimère, où là, à ce moment-là, eh bien, le trimère disparaît et les 3 corps partent chacun dans sa direction, dans l'espace. Il n'y a plus d'étalier du tout. Si je vais du côté A positif, donc je vous rappelle ce qu'on avait trouvé pour ce problème petit m, grand M, grand M, et qui va rester vrai, comme on va le voir, pour le problème de 3 particules de masse identique, puis à ce moment-là, l'énergie du trimère devient de plus en plus négative, donc le trimère est de plus en plus lié, mais ça ne veut pas dire qu'il va survivre même quand 1 sur A va tendre vers plus infini, parce que là, il va rentrer en compétition avec le dimère, puisqu'à partir du moment où n est positif, eh bien, j'ai un dimère qui peut se former avec une énergie qui est simplement en 1 sur A carré, et il y a un moment où finalement c'est préférable, sur le plan énergétique, de former un dimère et puis le troisième corps qui est loin au repos à l'infini par rapport à la formation d'un trimère lié. Donc le trimère, même s'il est de plus en plus lié ici, n'est pas l'état fondamental du système. Le trimère n disparaît finalement dans ce continuum formé par le dimère plus la particule unique qui peut s'en aller. Donc finalement, les trimères d'Efimov, existent sur un segment donné de valeur de la longueur de diffusion, centré, avec la résonance quelque part à l'intérieur de ce segment, et c'est limité par une valeur A- ici, et puis une valeur A+ là. Alors, ce qu'on avait trouvé la semaine dernière, c'était donc des relations entre ces valeurs A- ici pour le trimère n, A- pour le trimère n+1, pour les énergies à résonance aussi ici. On avait trouvé par exemple que les énergies à résonance, je l'ai dit il y a un instant, formaient une suite géométrique avec une raison lambda carré, où lambda c'était, alors je vous rappelle, il y avait tout un enchaînement de paramètres, c'était exponentielle pi sur module de S0, et module de S0, c'est ce nombre qui faisait intervenir le rapport grand M sur petit m, avec un nombre grand oméga qui était un nombre transcendant fixé, 0, 5, 6, 7. Voilà, donc en se donnant un rapport de grand M sur petit m, la semaine dernière, on pouvait trouver la valeur de S0 et on pouvait trouver lambda. Et donc ce lambda était finalement ajustable en choisissant bien le couple grand M, petit m, comme on le voulait. Maintenant que j'ai 3 particules identiques, évidemment, j'ai plus ce degré de liberté d'ajuster le rapport grand M sur petit m. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que lambda est fixé. C'est une valeur universelle. Ça vaut 22,7. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et donc, le rapport des énergies de mes trimères, ce qu'on va voir, c'est qu'elles sont, les trimères n par rapport à trimère n+1, sont dans un rapport 22,7 au carré, c'est-à-dire 515. Et puis, ce 22,7, on le retrouve dans la valeur A-n, ici, là où le trimère n disparaît, et A-n+1. Et on va aussi le retrouver dans le rapport A étoile n+1 et A étoile n. Donc ce rapport 22,7, on va le retrouver partout sur ce diagramme général énergétique. Voilà. Alors, je vais aussi commencer à parler d'expérience aujourd'hui. Quelles sont les plateformes expérimentales sur lesquelles on peut espérer voir cette physique d'Efimov? Alors initialement, Efimov, quand il a fait son article, donc on est dans 1970-1971, il pensait beaucoup à la physique nucléaire. Et en particulier un système dans lequel il espérait que cet effet pourrait être mis en évidence, c'est le système de 3 particules alpha. Donc une particule alpha, je vous rappelle ce que c'est un noyau d'hélium 4, c'est donc 2 protons et 2 neutrons. Et Efimov pensait que l'interaction de 3 particules alpha pouvait donner des états excités, qui seraient donc des noyaux de carbone 12, 6 protons et 6 neutrons, de manière résonante. Alors, cet espoir a été déçu parce qu'en fait, les forces nucléaires entre particules alpha ne sont pas dans la limite de portée faible. La longueur de diffusion associée est de l'ordre de la portée du potentiel B. Donc, on n'est pas dans le cas d'une résonance de diffusion et donc il n'y a pas de phénomène effimovien en physique nucléaire, au moins pas pour le problème qu'envisageait Efimov des 3 particules alpha. Et il a fallu attendre en fait plus de 20 ans. Efimov, c'est 1970, donc il a fallu attendre plus de 20 ans, 1994, pour voir des premières réalisations en physique atomique qui, là, se rapprochaient pas mal du problème d'Efimov. Donc ces premières manifestations, on va les regarder aujourd'hui, c'est des manifestations sur l'atome d'hélium.
Donc, c'est des expériences faites sur des jets d'atomes d'hélium. C'est des très belles expériences. Et il y a eu 2 vagues d'expériences, une donc en 1994, il y a déjà un certain temps, et puis une dernière beaucoup plus récemment, en 2015. Et vous allez voir que là, eh bien, ça remplit complètement le cahier des charges du problème d'Efimov. Donc là, il s'agit de prendre 3 atomes d'hélium. Cette fois-ci, ce n'est plus des noyaux d'hélium comme les 3 particules alpha ici. Là, c'est des atomes neutres d'hélium qui peuvent former un trimère d'hélium. Et vous allez voir qu'au moins un des trimères formés est tout à fait éligible en tant que trimère d'Efimov. Et puis, il y a eu ensuite, à partir de 2006, toute une série d'expériences faites sur des gaz d'atomes refroidis par de la lumière. Alors ça portait sur pas mal d'espèces atomiques, en particulier des alcalins, donc le césium, le lithium, le potassium, où on a pu former des édifices césium 3, lithium 3, potassium 3, qui sont tout à fait éligibles en tant que trimère d'Efimov. L'avantage des manips sur des gaz d'atomes refroidis par laser, celles-là on les verra la semaine prochaine, eh bien, c'est que là on a vraiment un bouton qui permet d'ajuster la longueur de diffusion et de balayer complètement le spectre que je vous montrais à la diapositive précédente. Ce qui n'est pas le cas pour l'atome d'hélium. Là on est obligé de se contenter de ce que la nature nous fournit. Voilà. Donc on va attaquer. Et comme vous allez le voir, ce n'est pas un problème facile, ce problème-là. C'est un problème à 9 degrés de liberté, puisque j'ai 3 particules, donc j'ai R1, R2, R3, chaque particule bouge dans l'espace à 3 dimensions. Et donc, je vais essayer de simplifier les choses, je ne vais pas faire tous les calculs au tableau, mais je veux quand même vous donner un aperçu de ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème. Je vous rappelle quand même que c'est un problème qui a occupé pas mal, à partir de Newton, pas mal de mathématiciens et de physiciens, donc c'est normal qu'on souffre un petit peu, nous, de notre côté, quand on veut le résoudre. Donc, je voudrais commencer dans ce premier paragraphe par l'équation de Schrödinger, comment l'écrire le plus simplement possible pour nos 3 corps, et puis également écrire la condition limite qui prend en compte les interactions binaires. Je vais revenir dessus, mais je vous rappelle qu'on se place aujourd'hui dans un modèle d'interaction de contact décrite par le pseudo-potentiel, donc un potentiel de portée nulle, et on a vu ensemble qu'un bon moyen de décrire ces interactions de contact, eh bien, ce n'est pas de mettre un V de R dans l'hamiltonien, mais c'est simplement de ne pas mettre du tout de potentiel hamiltonien, mais de mettre une condition limite particulière qui rend compte de la longueur de diffusion avec les particules interagissent. Donc, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans les cours qui ont précédé, donc on va le refaire aujourd'hui. Alors, commençons cette paramétrisation de l'espace. Qu'est-ce que je peux dire sur les variables du problème? Donc, je reviens pour une minute sur le problème à 2 corps. Dans le problème à 2 corps, on a la séparation usuelle, centre de masse, variable relative. Si vous donnez une particule en R1 et une particule en R2, vous définissez le centre de masse grand R, indice 1, 2, qui est simplement, je prends des particules de même masse, la moyenne arithmétique de R1 et de R2, 1,5 de R1 plus R2, et la variable relative qui est R1 moins R2. Bien. Si maintenant je passe à 3 corps, je peux toujours définir le centre de masse, c'est toujours une variable pertinente, évidemment. Donc je vais la noter grand R, indice 1, 2, 3. C'est donc 1/3 de R1 plus R2 plus R3. Encore une fois, mes particules ont la même masse. Et puis, comme je suis parti de 9 variables au départ, eh bien, il me reste 6 autres variables à choisir judicieusement. Et tout est dans le judicieusement. Il va falloir qu'on jongle un petit peu avec les variables du problème pour essayer de mettre en équation notre équation de Schrödinger et ses conditions limites le plus simplement possible pour pouvoir la résoudre. Alors, cette interaction, donc, je reviens dessus. Comme je disais, on prend une interaction qui est de portée nulle, c'est le pseudo-potentiel, et on la prend en compte par des conditions limites dites de Bethe-Pyers. Ces conditions limites, finalement, ça revient simplement à imposer ce qui se passe quand 2 particules, donc là 2 particules parmi les 3 dont je dispose, quand 2 particules se rapprochent l'une de l'autre. Donc, je prends la particule 3 fixe, par exemple, et je prends mes particules 1 et 2 qui se rapprochent de leur milieu, comme ça. Donc je fais tendre 1 et 2 l'une vers l'autre, comme ceci. Et prendre en compte les conditions limites de Bethe-Pyers, c'est dire que ma fonction d'onde, grand psi à 3 corps, psi de R1, R2, R3, doit varier, dans cette limite R1,2 tendant vers 0, doit varier comme 1 sur R1,2, donc elle doit avoir un terme qui doit être singulier, divergent, quand R1,2 tend vers 0. Donc, je n'ai pas une fonction de régulière comme si mon potentiel d'interaction était régulier. Là, j'ai une fonction je lui impose d'être singulière. Donc, j'ai un premier terme en 1 sur R1,2. Et puis,
Ensuite, j'ai un deuxième terme, donc 1 sur 1, 2, donc c'est généralement RIJ puissance moins 1. Ensuite, j'ai un deuxième terme qui est un terme constant, RIJ puissance 0, qui doit être en fait moins 1 sur A, où A est ma longueur de diffusion pour mon problème. Et puis ensuite, j'ai d'autres termes qui sont des puissances régulières de R12, R12 puissance 1, R12 puissance 2, R12 puissance 3, etc. Donc finalement, prendre en compte ces conditions limites de Bethe-Berle, c'est dire je veux une fonction de singulière à chaque fois que j'ai deux particules qui se tendent l'une vers l'autre, et je veux que le coefficient du terme singulier RIJ puissance moins 1 et le coefficient du terme constant RIJ puissance 0, ces deux coefficients doivent être dans un rapport moins 1 sur A. C'est ça que je vous ai écrit ici, donc c'est ça qu'on va écrire ensemble pour prendre en compte ces conditions limites. On l'avait déjà fait exactement ça pour le problème des deux particules lourdes et de la particule légère, donc il n'y a rien de nouveau dans ce que je dis là. C'est simplement un résumé de ce qu'il va falloir qu'on fasse. Et je vous rappelle qu'après, une fois qu'on a fait ça, eh bien, l'hamiltonien est très simple, puisque l'hamiltonien, lui, il est purement cinétique. Je n'ai plus de potentiel d'interaction dans mon hamiltonien. Mon hamiltonien, c'est simplement la somme des énergies cinétiques de mes particules. Donc c'est moins h bar 2 sur 2m, laplacien par rapport à la position de la particule 1, la position de la particule 2, la position de la particule 3. Donc ces conditions limites, finalement, ça revient à prendre un hamiltonien très simple et à reporter toute la difficulté de la présence des interactions dans la prise en compte de la condition limite que j'ai écrite ici. Bien. Alors maintenant, il va donc s'agir de paramétrer notre équation de Schrödinger, notre problème à trois corps, et je vous propose donc de le faire au tableau, sachant qu'on a déjà un paramètre qu'on s'est donné, qui est le centre de masse, et lui, on va le garder, bien sûr, puisqu'il est très commode. Alors maintenant, comment prendre en les 6 autres variables? Donc c'est ce qu'on appelle les coordonnées de Jacobi. Donc j'ai mon origine quelque part, ici, 0, et puis j'ai mes trois particules, la particule 1 ici, la particule 2 et la particule 3, caractérisées par leur position R1, R2, R3. Donc dans ces coordonnées de Jacobi, donc, on a le centre de masse, R1, 2, 3. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va particulariser une des trois particules par rapport à la paire formée par les deux autres. Donc, si je particularise, par exemple, la particule 3, je considère d'abord la paire 1, 2, et je définis le vecteur donc, que j'ai déjà introduit, R1, 2, qui joint la particule 2 à la particule 1. Donc, je pose R1, 2, je l'écris ici, R1, 2 égale R1 moins R2. Alors, selon les auteurs, vous trouverez R1 moins R2 ou R2 moins R1, mais ça n'a aucune conséquence pratique sur ce qui va suivre. Et puis ensuite, il s'agit de préciser la position de la particule 3 par rapport à cette paire de particules. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend le milieu de R1, 2 et on prend le vecteur qui joint ce milieu à la particule 3. Et ça va être ce que je vais appeler ρ3 à un coefficient multiplicatif près que je vais vous donner dans un instant. Donc ρ3, ça va être proportionnel à donc R3 moins le milieu de R1,2. Alors on ne définit pas exactement ρ3 comme ça, on met un racine de 3 sur 2 en face, ici, je l'écris là, pour une raison qui va être évidente dans un instant. On peut ne pas le mettre, hein, mais c'est plus simple de le mettre. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, donc c'est un choix donné de coordonnées de Jacobi qui particularise la particule 3, je vais revenir dessus dans un instant, on aurait pu particulariser la particule 1 ou la particule 2 de la même façon. Une fois qu'on a fait ça, donc, il s'agit d'écrire notre hamiltonien avec ces coordonnées-là, donc l'opérateur laplacien d'abord, puisque l'hamiltonien finalement c'est l'opérateur laplacien, à h bar 2 sur 2n près, d'écrire donc l'opérateur laplacien avec ces coordonnées-là. Et cet opérateur laplacien, donc la somme sur i égale 1, 2, 3 de nabla carré RI, eh bien ça, c'est 1/3 de nabla carré par rapport au centre de masse, plus 2 fois nabla carré de R1,2 plus nabla carré de ρ3, avec des flèches sur tout ce petit monde. Et la raison d'être du racine de 3 sur 2 ici, eh bien c'était simplement pour avoir le même coefficient devant le nabla carré de R1,2 et le nabla carré de ρ3. Si je ne l'avais pas mis, j'aurais eu ici un
un 2 tiers que j'aurais traîné qui n'aurait pas été joli, ou un 4 tiers qui n'aurait pas été joli. Donc, pour avoir quelque chose de vraiment symétrique par rapport aux deux coordonnées de Jacobi, ρ3 et R12, eh bien, on met ce racine de 3 sur 2 là. Alors, ça, c'est une forme agréable parce que, bon, je vois le centre de masse ici, donc dans tout ce qui va suivre, je vais mettre dans le référentiel du centre de masse, hein, donc je vais oublier ce Laplacien de R123. Après, c'est facile de le reprendre en compte en disant simplement que mon centre de masse, eh bien, les états propres du centre de masse, ce sera des mouvements à vitesse uniforme, donc ce sera des ondes planes, et puissance I casque à l'R123, mais celle-là, j'aurais pas. Il faut que je mette une flèche ici, et puis ici aussi. Celle-là, ce n'est pas la peine de le mettre pour l'instant, ce sera facile de le remettre à la fin. Et donc, l'hamiltonien, je vais l'écrire dans le référentiel du centre de masse. Donc, F du centre de masse. Mon hamiltonien, c'est donc H égale, donc c'est H bar 2 sur 2m fois Laplacien. J'oublie cette partie-là. Donc, j'ai 2 fois qui va s'éliminer avec le 2 du limiteur. Donc, je vais avoir un H bar 2 sur m. Nabla 2 de R12 plus Nabla 2 de ρ3. Voilà. Je ne sais pas si je mets des flèches sur les nablas. Peut-être, allez, c'est plus joli. Voilà. Et c'est avec ça qu'il va s'agir de travailler. Donc on doit résoudre finalement cet hamiltonien H psi égale E psi, puisque je cherche des étaliers de mon problème. Alors, comme je disais, les coordonnées de Jacobi, il y en a 3 jeux possibles selon la particule que je choisis de singulariser. Là, j'ai donc introduit un jeu de coordonnées avec R12, si je l'écris en matrice colonne, et ρ3. Mais j'aurais très bien pu prendre R23, et puis ρ1, et puis aussi R31, et puis ρ2. Et vu la définition de ces coordonnées de Jacobi, c'est simplement des combinaisons linéaires des R1, R2, R3. Donc, je vais passer de ce jeu de coordonnées-là à ce jeu de coordonnées-là par une simple transformation linéaire, donc une sorte de matrice, si vous voulez, une matrice grand M fois R12 et ρ3. Et cette matrice, je vous laisse la construire si ça vous intéresse, mais elle est vraiment très simple. Elle est du type d'une matrice de rotation. Donc c'est un cosinus θ, sinus θ, moins sinus θ et cosinus θ, avec en l'occurrence ici θ qui doit être égal à plus 2π sur 3. Et si j'avais pris le troisième jeu de coordonnées, j'aurais eu un moins 2π sur 3. Voilà. Donc voilà comment est-ce qu'on passe d'un jeu de coordonnées de Jacobi à l'autre. Rien de bien compliqué. Je vérifie que je n'ai rien oublié de vous dire à ce stade. Non, je pense que c'est tout ce que j'avais écrit sur cette diapo. Bien. Alors, comment est-ce que je vais m'y prendre pour prendre en compte correctement les conditions limites de Bethe-Peyer, cette singularité de la fonction d'onde quand 2 des 3 particules se rapprochent l'une de l'autre. Alors, si je me place dans le référentiel du centre de masse, donc je vais dire, tiens, je pourrais prendre psi de R1, R2, R3 égale qui de, en faisant un choix de coordonnées possible, celui que j'ai mis à gauche, là, R12 fois ρ3. Alors, si je fais ça, la prise en compte de la condition aux limites quand 1 et 2 tendent l'une vers l'autre est très simple. Je devrais dire que la fonction qui est singulière par rapport à sa première variable, donc ça c'est facile. En revanche, on sent que ça va être moins facile de prendre en compte la condition limite quand la particule 2 tend vers la particule 3 ou quand la particule 3 tend vers la particule 1. Là, c'est moins simple de l'implémenter. Alors pour ça, pour remédier à ça, pour retrouver quelque chose d'assez simple, il y a un moyen facile qui est de le faire, qui est d'introduire ce qu'on appelle des composantes de Fadeev. C'est un nom, je ne vais pas le commenter, mais ça revient simplement à dire que plutôt que de prendre psi égale simplement cette fonction qui dans le référentiel du centre de masse, eh bien on va dire que psi c'est la somme de 3 fonctions qui identiques, mais avec des variables qui sont à chaque fois celles qui singularisent une particule. Donc là, c'est la première, j'ai singularisé la particule 3 par rapport à la paire 1, 2. Là, j'ai singularisé 1 par rapport à 2, 3, et puis 2 troisièmes choix possibles dans la troisième composante. Et à ce moment-là, tout ce que je vais dire, c'est que ma fonction qui, elle doit être singulière par rapport à sa première variable, et chacune des 3 composantes que j'ai écrites ici, donc que je peux noter qui de RIJ ρk, où IJK se déduisent l'une de l'autre par permutation circulaire, eh bien ça prend en compte la divergence en 1 sur RIJ qui est nécessaire pour les conditions limites.
Donc on va travailler avec ça, on va travailler avec ce type de fonction, étant entendu que comme je prends 3 fois la même fonction ici, eh bien mon équation valeur propre pour l'hamiltonien qui est écrit là, il se transcrit naturellement sur ma fonction qui, c'est-à-dire que ma fonction qui doit être solution de moins h bar 2 sur m. Ah oui, j'ai oublié un signe moins là, pardon, oh là là, c'est terrible, l'hamiltonien c'est moins h bar 2 sur m laplacien. Moins h bar 2 sur m, laplacien par rapport à r plus laplacien par rapport à ρ, de qui de r ρ égale e qui de r ρ. Voilà. Et donc, chaque fonction qui, encore une fois, doit être variée comme 1 sur r quand r tend vers 0, pour prendre en compte la condition limite pour chacune des paires de particules. Bien. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et de voir comment est-ce qu'on va l'écrire, cette condition limite. Puisque finalement, c'est ça la difficulté, c'est de bien écrire la condition limite. L'hamiltonien est simple, mais la condition limite est subtile. Donc, je recopie ici, je vais le faire au tableau, mais j'ai recopié ici ce dont on va avoir besoin. Donc, j'ai ma fonction psi qui est écrite comme somme de fonctions qui. Ma fonction qui doit être singulière quand r tend vers 0, donc doit se comporter comme 1 sur r fois une fonction de ρ, et doit avoir un terme constant en ρ, et puis un terme ensuite qui va être linéaire, quadratique en petit r. Et donc, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est quelle est la condition imposée sur les coefficients grand A, grand B, et puis donc plus généralement ma fonction qui. Voilà. Donc, je vous propose de regarder ça. Alors, condition aux limites de Bethe-Byers. Donc, comme je l'ai dit, hein, cette condition limite vient me relier la partie divergente, le coefficient de la partie divergente en 1 sur R et de la partie qui est constante puissance 0 en 1 sur R. Donc, je vais prendre par exemple R12 tend vers 0. Le problème est maintenant symétrique complètement par changement en passant à 2,3 ou à 3,1. Et je regarde donc le coefficient de R12 puissance moins 1 et le coefficient de R12 puissance 0. Le coefficient de R12 puissance moins 1, quel est-il? Eh bien, si je regarde ma somme ici, la seule chose qui va diverger, ce sera lui. Donc le coefficient de R12 puissance moins 1, ben, il est écrit, ça va être simplement grand A de ρ. Enfin, en l'occurrence, ça va être qui 1,2 de ρ3, donc grand A de ρ3. Et rien d'autre. Le coefficient de R12 puissance 0, maintenant, c'est donc le terme constant qui apparaît quand je fais tendre ma limite, quand je prends R12 qui tend vers 0. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais déjà trouver la première contribution, la fonction qui de R12 ρ3, qui va me donner un grand B de ρ3. Et puis après, je vais avoir la contribution des deux autres composantes de Faddeev, des qui de R23 ρ1 plus qui de R31 ρ2. Donc, plus la limite, quand R12 tend vers 0, de qui de R23 ρ1 plus qui de R31 ρ2. Alors, qu'est-ce que ça vaut, ça, la limite quand R12 tend vers 0 de ces fonctions avec les autres composantes de Faddeev? Eh bien, on peut utiliser simplement ce qui est écrit ici. Si je fais tendre R12 vers 0, ici, je vais donc me trouver un 0 là, et puis ρ3. Et donc, je peux calculer facilement ce que vaut R23 et ce que vaut ρ1. Et puis, de la même façon, je pourrais trouver ce que vaut R31 et ρ2. Donc, quand R12 tend vers 0, ce que je vois, c'est que R23, donc c'est cette matrice de rotation ici appliquée à 0 ρ3. Donc, ça va être moins sinus θ ρ3. Et comme θ vaut 2π sur 3, sinus de 2π sur 3, c'est plus racine de 3 sur 2. Donc là, je vais trouver moins racine de 3 sur 2. ρ3. Et puis ρ1, lui, donc ça va être cosinus θ ρ3, quand R12 tend vers 0. Et cosinus θ, quand θ vaut 2π sur 3, ça vaut moins 1,5. Moins 1,5 de ρ3. Voilà, donc cette chose-là, finalement, c'est qui de, donc R23, ça vaut moins racine de 3 sur 2 ρ3, moins 1,5 de ρ3, ça c'est le premier terme, et puis le deuxième, ça va être la même chose, mais en changeant 2π sur 3 en moins 2π sur 3, donc ça va me changer le sinus θ ici, le
cosinus vaut toujours moins 1,5, mais le sinus va changer de signe, donc ça va être plus racine de 3 sur 2, rho 3, et puis moins 1,5 de rho 3. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble, cette équation. Et donc, ce que prendre en compte les conditions limites de Peierls, c'est dire que cette chose-là doit être égale à moins 1 sur A fois ce coefficient-là, grand A de rho 3. Voilà, donc c'est dans cette veine-là qu'il va falloir chercher notre solution. Et une manière simple d'avoir les valeurs de grand A et de grand B par rapport à qui, hein, ça s'obtient directement vu la forme de qui. Comment est-ce que j'obtiens grand A? Eh bien, pour trouver grand A de ρ, si on me donne qui, tout ce que je dois faire, c'est multiplier l'équation qui est écrite ici par R et prendre la limite tendant vers 0. Donc grand A de ρ 3, enfin grand A de ρ plus généralement, c'est la limite quand R tend vers 0 de R fois qui de R, enfin qui de R ρ. Voilà, et pour avoir grand B, je peux faire la même chose, je vais multiplier par R, et cette fois-ci, pour extraire grand B, il faut que je prenne une dérivée, c'est une sorte de développement de Taylor, hein. Je multiplie par R grand qui, et je prends sa dérivée par rapport à R, et comme ça, c'est grand B qui va sortir. Donc, grand B, c'est limite quand R tend vers 0, de D sur dr, de R fois qui de R. Voilà. Donc là, j'ai écrit finalement complètement ma condition limite de Bethe-Peierls comme contrainte sur les fonctions qui que je vais devoir utiliser. C'est une contrainte qui fait intervenir la limite de la fonction en 0, sa dérivée en 0, et puis sa valeur en d'autres points bien particuliers qui sont donc donnés par ça, moins racine de 3 sur 2 et moins 1,5 de la valeur de ρ. Voilà. Donc c'est de ça qu'il va s'agir maintenant d'implémenter en pratique. Alors, encore un petit peu de technique, c'est la dernière diapo, je pense, le dernier passage au tableau très technique, c'est maintenant le choix des variables. Pour l'instant, j'ai toujours mes 6 variables. Hein. R, c'est un vecteur, ρ, c'est un vecteur, donc j'ai toujours un problème à 6 variables, ce qui n'est pas simple. Et donc, on va chercher à enlever des variables, et pour ça, il ne faut pas rester avec RO, il faut passer avec des variables qui séparent les distances. Ça va être ce qu'on appelle l'hyperrayon, et puis des variables qui sont des variables angulaires. Alors, je vous propose de le faire encore une fois au tableau, pour que ce soit plus clair. Donc, variable, angle et rayon. En fait, quand je dis rayon, c'est hyperrayon. Alors, la première quantité qu'on va définir, c'est l'hyperrayon, grand R2. Et grand R2, on le définit à partir des variables petit r et petit ρ que j'ai introduites ici, enfin R12 et ρ3. L'hyperrayon, c'est simplement R12 carré plus ρ3 carré. Alors quand on voit ça, on se dit, un hyperrayon dépend du choix de la variable 3 par rapport à 1, 2, mais en fait, si vous faites le calcul avec les autres variables, R2 3 carré plus ρ1 carré, vous trouvez la même chose, et puis si vous faites le troisième calcul, qui va être R3 1 carré plus ρ2, vous trouvez encore la même chose. Et tout ça, c'est égal à ce qui est écrit au tableau ici, 2 tiers de R12 carré plus R2 3 carré plus R3 1 carré. Et cet hyperrayon, il vous caractérise l'extension du système à 3 corps dans le problème. Cet hyperrayon, pour qu'il soit petit, il faut que toutes les particules soient proches les unes des autres. Il faut que tous les RJ soient petits. Dès que vous avez une particule qui est loin des deux autres, même si les deux autres sont très proches l'une de l'autre, eh bien vous aurez un grand hyperrayon. Ça se voit bien. Hein. Si je mets 3 loin de la paire 1, 2, le R12 sera petit, mais le R2, 3 sera grand, et le R3, 1 sera grand aussi, si la particule 3 est loin. Donc l'hyperrayon, ça vous caractérise l'extension du système à 3 corps. Voilà. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, eh bien, tout le reste des variables peut être que des variables sans dimension, simplement des angles, pour repérer ma géométrie de mon système. Et là encore, je vais le faire au tableau, je peux faire un dessin.
Et des angles, donc je vais en avoir 5, puisque je suis parti de 6 variables. Il faut que j'en ai toujours 6 à ce stade. Donc l'hyperrayon grand R, c'est un scalaire, donc ça me fait une variable, il m'en faut 5. Alors ces angles, quels sont-ils? Alors je refais mon dessin. Donc je mets ma particule 1 ici, je vais mettre ma particule 2 là, et puis j'ai ma particule 3 donc, que je positionne comme ça. Je vous rappelle que ça, c'est ce que j'appelais R12 ici, puis ça, c'était ρ3, un facteur racine de 3 sur 2 près. Quand je vois cette formule-ci, grand R2 égale R12 carré plus ρ3 carré, ça fait penser à un cos carré θ plus sin carré θ. Et effectivement, c'est ça qu'on va faire, c'est-à-dire que je vais introduire un angle θ, tel que donc R12 ici, ce sera l'hyperrayon fois sinus θ, et le ρ3 qui apparaît ici, ce sera l'hyperrayon fois cosinus θ. Cet angle θ, pardon, pourquoi je l'appelle θ? Je veux l'appeler alpha. Pardon. Alpha, cet angle alpha, c'est ce qu'on appelle l'angle de Delves. D-E-L-V-E-S. Voilà. Cet angle de Delves, donc, c'est un moyen de répartir finalement dans l'hyperrayon la distance R12 et la distance ρ3, sachant que la somme des carrés des deux est constante, vaut l'hyperrayon. Quand je voudrais prendre la limite, la particule 1 qui tend vers la particule 2, R12 tend vers 0, cette limite qui est écrite ici, eh bien ça voudra dire que je ferai, à hyperrayon fixé grand R, je ferai tendre alpha vers 0. D'accord ? Alors ça, c'est bien, c'est une première quantité. Ça ne me caractérise pas complètement la forme de mon triangle, parce que pour une valeur donnée de grand R et une valeur donnée de alpha, ρ3, il va pouvoir se bouger sur un cercle. Là. Donc il faut en plus que je fixe un deuxième angle ici, que je vais appeler bêta. Et ce bêta, c'est ce qu'on appelle l'angle de Jacobi. Bien. Alors, si je fais le compte de mes variables, je suis parti de 6 variables, et là, j'en ai 3. Grand R, alpha et bêta. Il m'en manque encore 3. C'est quoi les 3 variables qui me manquent? Eh bien, les 3 variables qui me manquent, ce sont simplement les angles d'Euler qui me servent à dire comment mon triangle est orienté dans l'espace. Alors, je vais faire une expérience devant vous. Donc, voilà 2 triangles. Si j'ai un triangle qui est ici, puis un autre qui est comme ça, combien de variables il me faut pour amener ce triangle-ci parallèle à celui-là? Eh bien, ce qu'il faut déjà, c'est que je prenne ce triangle-ci et que je me débrouille pour que la normale de ce triangle-ci soit égale à la normale de ce triangle-là. Donc, pour préciser un vecteur normal, un vecteur unitaire dans l'espace, il me faut 2 angles. Je tourne comme ça, puis je tourne comme ça. Et puis après, une fois que mes deux triangles sont dans un même plan, ce qu'il faut, c'est que je fasse tourner ce triangle-là dans le plan pour que ces 2 triangles soient vraiment parallèles l'un avec l'autre. Donc, mes 3 angles, c'est les 3 angles d'Euler, 2 pour définir la normale au plan du triangle, et puis le troisième qui me fait tourner le triangle dans son plan pour l'amener parallèle à ce que je veux. Donc, les 3 angles supplémentaires, je ne vais pas leur donner un nom individuel, c'est un nom collectif, c'est 3 angles d'Euler. Voilà. Donc, mes 6 variables sont donc grand R, alpha, bêta, et puis 3 angles d'Euler. Voilà. Et je vais adopter une dénomination collective, non seulement pour les angles d'Euler, mais aussi pour bêta. Tout ça, donc j'en ai 4 là, j'appelle ça grand oméga, avec une flèche. Donc c'est 4 angles. Et vous allez voir que je vais m'en débarrasser très vite. D'accord ? Donc c'est pour ça que je les mets ensemble. Ces 4 angles-là, ils vont disparaître très rapidement. Mais légitimement, ce n'est pas un tour de passe-passe. Légitimement, voilà. Et on se retrouvera avec un problème en fait, qui va ne dépendre que de R et de alpha, un problème à 2 variables, qui est quand même plus simple à résoudre qu'un problème à 6. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je vais me débarrasser de grand oméga? Eh bien, regardons la forme de l'hamiltonien. Donc l'hamiltonien, je vous l'ai déjà écrit, c'est donc ce moins h bar carré sur m, laplacien par rapport à R, laplacien par rapport à ρ. Quand j'essaie de l'écrire avec mes 6 nouvelles variables, eh bien, j'ai quelque chose qui est l'hamiltonien cinétique par rapport à l'hyperrayon grand R, par rapport à l'angle de Delves alpha, et puis quelque chose de collectif en grand oméga. La partie en R, elle est très simple. Elle fait c'est moins h bar de sur m, lui il était déjà là, donc je le remets ici. Et puis j'ai quelque chose qui est simplement, à très peu de choses près, D2 sur dr2.
Alors, ce n'est pas exactement ça, où il y a 1 sur R5 ici, puis un R5 là, mais cela, on va s'en débarrasser très vite par un changement de fonction. Donc, c'est essentiellement du D2 sur DR2. La partie en alpha, elle est aussi très simple. Elle contient toujours le H-bar 2 sur M, ça, ce n'est pas une surprise. Par simple homogénéité, on pouvait pressentir qu'il y avait un 1 sur R2 qui allait sortir, puisque tout le reste ne dépend que des angles. Donc, pour avoir quelque chose d'homogène et une énergie, il faut que j'ai du 1 sur R2 qui sorte. Donc, l'hyperrayon sort. Et puis ensuite, ce que j'ai ici, eh bien, là encore, c'est très simple. C'est essentiellement du D2 sur D alpha 2. Là encore, il y a un sinus carré 2 alpha ici, un sinus carré de dénominateur là. Mais là aussi, on va s'en débarrasser très simplement par un changement de fonction. Donc pour l'instant, c'est simple, hein, D2 sur DR2, D2 sur D alpha 2. Et puis, la partie avec mes 4 variables grand oméga, elle, je ne vais pas vous l'écrire en détail, elle est compliquée, mais elle peut s'écrire d'une manière assez simple avec des opérateurs moment cinétiques. Donc elle contient toujours le 1 sur M, le grand R2, qui était là aussi nécessaire par des soucis d'homogénéité. Et puis, je voyais apparaître ici 2 opérateurs moment cinétiques, grand J qui est le moment cinétique des 3 corps ensemble, et grand L qui est le moment cinétique du dimère que j'ai pris selon R, puisque là je particularise donc un dimère, par exemple la paire 1,2 par rapport à la paire 3, bien grand L c'est le moment cinétique associé au dimère. Et ce qu'on va faire simplement, puisqu'on cherche les états les plus liés de mon système, les états de plus basse énergie, c'est qu'on va se placer dans un sous-espace de moment cinétique égal à 0, à la fois pour grand J et pour grand L. Et une fois que je fais ça, vous voyez que T de oméga agissant sur ce sous-espace de moment cinétique nul va me donner 0, et donc d'emblée, j'élimine ces 4 variables qui auraient compliqué beaucoup le problème. Évidemment, si je veux le spectre entier du problème, il faut que je résolve le problème en T de oméga, mais si je me contente de regarder les états d'énergie les plus basses, je n'ai pas de raison de vouloir mettre de l'énergie de rotation dans ces variables, et donc je prends J égale L égale 0, ce qui veut dire que je me retrouve avec un problème simplement en grand R et en alpha. Donc ce problème-là, j'ai essayé de le résumer. Hein. Donc j'avais mon opérateur énergétique avec ces 3 composantes. Celui-là, je l'oublie avec ce choix de sous-espace. Le TR, il est réécrit ici avec ces 1 sur R5 un peu gênant, mais dont on va se débarrasser. Le sinus carré alpha, un petit peu gênant aussi. Et donc je cherche à résoudre cette équation-là, cette équation de Schrödinger. TR plus T alpha de qui égale E qui, avec petit r égale grand R sinus alpha, ça doit être écrit au tableau encore, oui c'est ça, c'est ici, et grand ρ égale grand R cosinus alpha. Alors comment est-ce qu'on se débarrasse du R5 ici et du sinus carré 2 alpha ici? C'est tout bête, ce qu'il faut mettre c'est la racine carrée du terme qui nous gêne, donc R puissance 5 demi, sinus 2 alpha fois qui. Donc je pars de ma fonction qui, je la multiplie par sinus 2 alpha, je la multiplie par R, j'obtiens une fonction de R et de alpha, et l'équation vérifiée par cette fonction, elle est très simple. Elle fait intervenir le D2 sur DR2 par rapport à l'hyperrayon, plus 1 sur R2, c'est celui qui était ici, je peux l'entourer, c'était lui, le 1 sur R2, D2 sur D alpha 2, plus un quart. Bon, ça c'est le fruit de ce changement de variable ici. Grand phi, fonction à 2 variables, égale grand E, grand phi. Et ça, cette structure, elle est quand même assez simple. Hein. On a quand même bien élagué notre problème à 3 corps. On n'a plus que 2 variables. Et ces 2 variables, l'hamiltonien est simple par rapport à elles, et ça se prête bien à une résolution séquentielle. C'est-à-dire qu'on sent que si j'arrive d'abord à résoudre le problème pour alpha ici, résoudre le problème aux valeurs propres pour alpha ici, et remplacer donc phi de R alpha par la fonction propre en alpha, après j'aurai un problème en R très simple que je pourrais résoudre. Donc cette structure-là, pour l'hamiltonien, se prête bien à une résolution, d'abord les angles, d'abord l'angle, puisqu'il n'y en a plus qu'un, puis le rayon. Évidemment, il faut que la condition limite le permette, puisque, comme j'ai dit, toute la difficulté, c'est sur la condition limite. Donc c'est ça qu'on va voir. Alors à quoi elle ressemble, cette condition limite? Eh bien, si vous reprenez ce qui est écrit ici au tableau, la condition limite, elle me relie le grand A de ρ3. Donc grand A de ρ3, c'est ce qui se passe quand la particule 1 tend vers la particule 2. A, ce qui se passe quand 1 tend vers 2, grand B de ρ3, mais cette fois-ci, c'est la dérivée par rapport à R, plus ce qui se passe quand la particule 3 donc, se rapproche de 1 ou la particule 3 se rapproche de 2. Donc, il s'agit de regarder avec le choix des angles qu'on a fait, quand est-ce que cette chose-là se produit. Et là, je saute les calculs. C'est les seuls endroits où je vais vraiment sauter les calculs, mais c'est fait dans les notes et c'est purement technique. Là, il n'y a aucune malice derrière ces calculs. La condition qui est écrite là-bas avec les grands A et les grands B, eh bien, elle peut se réécrire comme ça. La dérivée
ce qui était grand A. Non, pardon, ce qui était grand B. Ce qui était grand B, excusez-moi. C'est-à-dire la dérivée, la limite de la dérivée dr de R qui. Eh bien, ça devient 1 sur R d de phi sur d alpha. Ce qu'on sent bien, parce que faire tendre ma particule 1 vers ma particule 2, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est changer l'alpha pour faire tendre alpha vers 0. Il faut que sinus alpha tende vers 0 pour ça. Donc ça, c'est le premier terme du membre de gauche. Ensuite, j'ai la contribution de ces deux termes-là, qui ici et puis qui là, et compte tenu de l'invariance par rotation que j'ai du fait de mon choix de moment cinétique nul, ces deux contributions sont égales. Donc c'est le sens de ce 2 fois ici, c'est 2 fois la contribution de l'un des deux termes. Et puis ce qu'on voit, c'est que à quelles conditions est-ce que cette chose-là est réalisée. Les deux arguments ici dans le rapport racine de 3 sur 2 à 1,5, eh bien c'est quand on prend l'angle alpha égale pi sur 3. Et ça se voit bien, hein, c'est à cette condition-là que la particule 3 ici est située sur le cercle de rayon 1,2, et c'est à cette condition-là que la particule 3 va pouvoir s'approcher de 2 ou s'approcher de 3. S'approcher de 1, pardon. S'approcher de 1. Donc la contribution ici, c'est phi de R, pi sur 3. C'est les deux termes qui étaient entourés. Et puis le membre de droite, eh bien, sans surprise, c'est moins 1 sur A, comme au tableau, fois la limite de la fonction quand R tend vers 0, c'est-à-dire phi de R, alpha égale 0. Donc, même si je n'ai pas fait la démonstration, je pense qu'avec ce qui est écrit au tableau, on sent que je ne vous ai pas trop arnaqué. Voilà. Bien. Et puis, par ailleurs, il y a une deuxième condition limite qui est venue subrepticement se mettre. Ma fonction qui, elle était simplement régulière, en dehors du point R égale 0. Mais comme pour obtenir la fonction phi de R alpha, j'ai multiplié par sinus 2 alpha, et bien du coup, quand je prends alpha qui tend vers pi sur 2, cette chose-là est régulière, et puis sinus 2 alpha, c'est sinus de pi, donc ça tend vers 0. Donc je dois imposer à ma fonction phi d'être nulle au point grand R, quel que soit grand R, et pi sur 2. Voilà, donc c'est ça mon cahier des charges maintenant. C'est résoudre l'équation différentielle très simple avec ces deux conditions limites. Et je vous propose de regarder ça en regardant d'abord le cas résonant. Alors, le cas résonant, donc A égale plus l'infini, eh bien, dans ce cas-là, les choses sont assez simples. Parce que la condition limite de Bethe-Opper, ce que je viens de vous écrire ici, quand je prends le cas résonant, ce qui va se passer, c'est que le terme en moins 1 sur A ici, eh bien, il va tendre, A va tendre vers l'infini, donc 1 sur A va tendre vers 0. Donc, le 1 sur A ici disparaît, je peux le rayer, voilà, puisque A tend vers l'infini. Et du coup, le 1 sur R qui est ici et le 1 sur R qui est là disparaît aussi. Et je me retrouve avec une équation qui porte tout simplement finalement sur alpha. Vous voyez, enfin, R est toujours là, mais c'est une variable spectatrice, comme je vais le dire dans un instant. J'ai une dérivée par rapport à alpha ici, plus cette fonction, la valeur de la fonction en pi sur 3 égale 0. Et puis toujours la valeur de la fonction en pi sur 2 égale 0. Donc la variable R est spectatrice ici. Et ça, finalement, quand on y pense bien, ce n'est pas surprenant. Au-delà des détails mathématiques, finalement, la variable R, à quelles conditions est-ce qu'elle peut intervenir dans ce problème? Elle peut intervenir si j'ai une autre échelle de longueur à laquelle je peux la comparer. Si j'essaie d'écrire mes équations sous une forme adimensionnée, pour que la variable R intervienne, il faut qu'elle intervienne comme rapport avec une autre longueur. Et la seule longueur que j'ai mise dans mon problème, une fois que j'ai pris un potentiel de portée nulle, eh bien, c'est la longueur de diffusion. Donc quand la longueur de diffusion n'est pas nulle ou infinie, eh bien, le problème va dépendre du rapport grand R sur A. Mais si ma longueur de diffusion est infinie ou nulle, eh bien, je n'ai plus rien avec quoi je peux comparer grand R. Et donc grand R doit disparaître du problème. Je n'ai pas le choix. C'est obligatoire pour simplement avoir une équation qui a un sens au sens des dimensions. Donc là, c'est bien ce qui se produit. Ma variable R a complètement disparu du problème. Et donc ça me dit que comme l'échelle de longueur a disparu, eh bien, je vais pouvoir donc résoudre ce problème purement en termes d'angle, ou en d'autres termes, chercher mes solutions sous une forme factorisée. Donc le grand phi de R alpha, je vais le chercher sous la forme phi de R fois grand F de alpha. Je vais d'abord chercher le grand F de alpha, et puis ensuite, je chercherai le phi de R. Ça, j'insiste bien, c'est valable parce que je suis dans le cas où petit a est infini. Alors, je fais un bilan, et puis je vais faire encore une résolution au tableau. Donc,
j'ai mon équation différentielle, l'équation de Schrödinger. Je vous rappelle à quoi elle ressemble. J'ai ce h bar de sur m en facteur, dérivée seconde par rapport à l'hyperrayon, moins 1 sur R2, dérivée seconde par rapport à l'angle, alpha, l'angle de Delves, grand phi égale E phi. Cette condition limite qui est dans toute sa généralité. Et maintenant, je cherche une solution factorisée, donc une solution sous la forme d'une fonction de R fois une fonction de alpha. Donc je vais commencer par réécrire ma condition limite avec cette forme factorisée. Donc la partie en petit phi de R disparaît complètement, elle se met en facteur et puis elle s'élimine. Donc pour ma fonction grand F, qu'est-ce que je trouve? Je trouve la dérivée par rapport à alpha de ma fonction grand F, ce que je note f', pris en 0, ici alpha tend vers 0, donc f' de 0, plus 8 sur racine de 3, f de pi sur 3 égale 0. Première condition. Deuxième condition, cette fonction grand F, phi de R fois grand F de alpha, quand je reporte ça, donc f de pi sur 2 égale 0, donc f de pi sur 2 égale 0. Voilà. Et donc ce que je vais commencer par faire, c'est résoudre le problème angulaire, c'est-à-dire ce qui est écrit ici, là. Je vais chercher les fonctions propres de l'opérateur D2 sur D alpha 2, et puis après, eh bien, je reporterai la valeur propre que j'ai trouvée, et j'en déduirai une équation qui ne portera que sur le phi de R ici. Bien. Un petit mot avant de se lancer. Qu'est-ce que je vais chercher comme valeur propre S carré à mon problème aux valeurs propres pour grand F? Donc ce problème aux valeurs propres, je l'écris moins D2 sur d'alpha 2 grand F égale S carré grand F. Ce que je veux, c'est, comme je l'ai dit, reporter après la valeur propre dans l'équation du haut, ici. Et ce que je souhaite, c'est faire un potentiel attractif. Je cherche des étaliers de mon potentiel à trois corps. Donc je veux faire un potentiel le plus négatif possible pour que mes particules s'attirent. Si j'ai une valeur propre positive, donc un potentiel répulsif entre mes trois particules, ça va m'intéresser pour mon programme d'aujourd'hui. Donc ce que je veux, c'est chercher des valeurs propres négatives du problème angulaire pour ensuite avoir, quand je vais le réinjecter dans l'équation du haut, avoir un potentiel attractif pour ma variable hyperrayon. Donc l'équation que je veux résoudre, c'est l'équation moins D2 grand F égale S carré F, avec S le plus petit possible, donc négatif, pour avoir ce potentiel attractif. Voilà. Donc ça, là encore, on va le faire au tableau. C'est pas bien méchant. La partie difficile est passée maintenant. Maintenant, on est en terrain familier. Alors, l'équation que je dois résoudre, c'est donc moins dérivée seconde par rapport à alpha de ma fonction grand F de alpha. Je mets une dérivée, je mets un des rondes, mais c'est une dérivée droite, je n'ai qu'une variable. Je ne veux pas qu'il y ait de confusion là-dessus, c'est moins D2 sur D alpha 2 de grand F égale, alors, S carré, mais je veux choisir S carré négatif. Donc je vais écrire moins valeur absolue de S carré, pour bien me souvenir que je prends S carré négatif, donc S imaginaire pur, si vous voulez, grand F de alpha. Ou si vous préférez, je peux mettre un plus à droite et à gauche. Bien, alors, les solutions de cette équation, on les connaît tous, c'est des exponentielles croissantes et décroissantes de la fonction et puissance valeur absolue de S fois alpha. Donc ce sont des combinaisons linéaires de et puissance plus ou moins valeur absolue de S fois alpha. Bien. Maintenant, il faut que je prenne une combinaison linéaire qui satisfait mes deux conditions limites qui sont écrites à droite. Et je vais commencer par f de pi sur 2 égale 0. Donc je vais prendre une combinaison linéaire de sinus et de cosinus qui s'annule au point alpha égale pi sur 2. Ça, je sais ce qu'il faut que je prenne. Il faut que je prenne un sinus hyperbolique. Les combinaisons linéaires de potentielles croissantes et décroissantes, c'est des sinus hyperboliques et des cosinus hyperboliques. Mais là, en l'occurrence, il faut que je prenne un sinus hyperbolique si je veux que ça s'annule. Je vais donc prendre pour mon f de alpha un sinus hyperbolique de valeur absolue de S, alpha moins pi sur 2. Ça c'est la combinaison linéaire, un facteur multiplicatif près, qui s'annule au point alpha égale pi sur 2. Et puis ensuite, il faut que je regarde ce que vaut la dérivée f' de 0, et qu'elle doit satisfaire l'autre condition, donc je calcule mon f' de alpha. Donc la dérivée d'un sinus hyperbolique, c'est le cosinus hyperbolique, donc ça va être valeur absolue de S, cosinus hyperbolique de module de S, alpha moins pi sur 2. Et j'écris donc ma condition là-haut.
Donc f' de alpha en alpha égale 0, ça va donc être S fois cosinus hyperbolique de valeur absolue de S fois pi sur 2, et plus, alors plus quoi? Plus 8 sur racine de 3, la valeur de la fonction en pi sur 3, alors pi sur 3 moins pi sur 2, ça fait moins pi sur 6, donc plus valeur absolue de S, cosinus hyperbolique de module de S fois moins pi sur 6. Voilà, ou ça doit être nul. Ou si vous préférez, alors, module de S, coche de S pi sur 2. La fonction sinus hyperbolique est impaire, hein, donc je peux sortir le moins ici, égale 8 sur racine de 3. Il n'y a pas. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas module, pardon, il n'y a pas de S, c'est un sinus hyperbolique simplement, excusez-moi. C'est la fonction elle-même, ce n'est pas sa dérivée. Hein, donc c'est un sinus hyperbolique. 8 sur racine de 3, sinus hyperbolique de module de S, pi sur 6. Voilà. Et il s'agit de résoudre ça, cette équation. On trouve des valeurs de S qui seront des solutions, une ou plusieurs, et ensuite il faudra les reporter dans l'équation valeur propre pour grand R. Donc quelles sont les solutions de cette équation encadrée? C'est tout simple, il y a une solution et une seule. Voilà, donc là je fais une résolution graphique, hein, mais évidemment on fait ça par ordinateur de nos jours. Vous avez valeur absolue de S, coche de S pi sur 2 doit être égal à 8 sur racine de 3, je vérifie que c'est bien ce que j'ai écrit au tableau, sinus hyperbolique de S, module de S pi sur 6. Et donc la fonction de gauche ici, elle démarre doucement et puis elle augmente vite parce que c'est S fois cosinus hyperbolique. La fonction de droite augmente moins vite, part plus vite à cause de la pente en 8 sur racine de 3, mais ensuite vont moins vite. Donc il y a un endroit où les deux courbes se croisent, et c'est très très proche de 1. Le module de S0, c'est un nombre transcendant, mais c'est très proche de 1, à moins de 1% près, 1,006. Et toutes les autres solutions, donc toutes les autres valeurs propres de mon équation angulaire, correspondraient à des S carrés positifs, et donc ça ne donnera pas d'étalier dans mon problème. Voilà. Donc, on a résolu le problème angulaire en prenant en compte la condition limite de Bethe-Pyers. C'est pas rien. Et maintenant, je reviens vers mon équation initiale. Donc, j'avais mon équation qui est écrite ici, vous l'avez déjà vue de multiples fois, dérivée seconde par rapport à R, dérivée seconde par rapport à alpha, et simplement, je vais reporter dans cette équation ma forme factorisée pour grand phi, c'est-à-dire petit phi de R fois grand F de alpha, et la dérivée seconde de grand F, et maintenant, c'est simplement moins valeur absolue de S0 carré fois grand F. Donc, les grands F, je vais pouvoir les mettre en facteur à gauche et à droite et les éliminer, et je tiens une équation vérifiée par phi qui est la dérivée seconde de phi par rapport à R2, le h bar 2 sur m, je l'ai fait passer de gauche à droite, hein, je fais passer là, donc ça devient m sur h bar 2 ici. Et puis ce qui me reste ici, c'est simplement moins S0 carré plus 1 quart sur R2 phi de R égale me h bar 2 phi de R. Et là, on dit Eureka, parce qu'on a enfin le résultat que j'avais annoncé dès le premier cours de cette série, c'est-à-dire qu'on voit comment est-ce que l'interaction binaire à courte portée mais résonante me génère effectivement une interaction, une propriété émergente, une interaction effective en moins 1 sur R2 dans mon problème pour l'hyperrayon. Voilà, donc vous voyez comment est-ce que cette chose émerge, c'est finalement un peu naturel, lié au fait de l'invariance d'échelle, le fait qu'il n'y a plus d'échelle de longueur quand A tend vers l'infini. Mais ce n'était pas gagné que j'aurais un signe moins ici et que je pourrais générer des étaliers. Alors, une fois qu'on a cette équation-là, on est dans un terrain familier. C'était une équation qu'on a vue pas mal de fois dans les cours qui précèdent. Qu'est-ce que je peux dire sur cette équation? Donc, sachant que S0 carré ici est donc un nombre plus grand que 1, je sais que ici, je vais avoir des étaliers qui vont se former. Je sais que cette équation-là, elle n'est pas anodine. Il faut que j'introduise un paramètre à 3 corps pour la régulariser, parce que sinon, cette équation n'aura pas d'état fondamental. Je vous rappelle que c'est ce phénomène de chute vers le centre qui se produit. Si je ne mets pas de conditions supplémentaires à l'équation de Schrödinger, je peux fabriquer des états d'énergie arbitrairement négatives. Donc il faut que je mette quelque chose pour éviter
cette chute vers le centre, c'est ce qu'on appelle le paramètre à 3 corps. Moi, dans ce qui va suivre, je vais faire comme si j'avais un cœur dur qui empêchait mon hyperrayon de prendre des valeurs inférieures à grand R0. Donc je vais imposer finalement phi de R0 égale 0. Mais il y a des techniques plus sophistiquées que vous trouverez dans la littérature. Et puis une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a donc imposé un cœur dur, alors à ce moment-là, on sait qu'on va avoir un état fondamental. Et puis on a donc un spectre infini d'états liés, des états de moins en moins liés, avec des énergies pour ces états liés qui forment une suite géométrique. En plus 1 sur En est égal à 1 sur lambda 2. Et le paramètre lambda qui sort, eh bien, il est directement relié au coefficient ici du terme en 1 sur R2. Le paramètre lambda qui sort, là encore, je me raccroche à ce qu'on a fait ensemble dans les cours qui précèdent, c'est E puissance pi sur S0. S0 vaut à peu près 1, mais bon, on peut mettre la valeur exacte, et on trouve le lambda que j'annonçais au début du cours, 22,7, c'est de là qui sort, pardon, il ne faut pas que je gribouille, mais voilà, le 22,7 que j'annonçais au début du cours, et puis pour les énergies, donc ce rapport lambda 2 qui vaut 515, que j'avais aussi annoncé. Voilà. Donc voilà d'où sort l'échelle de longueur du problème d'Efimov pour les trois parties identiques. J'espère que vous avez pu suivre toutes les étapes pour arriver à ce S0 égale 1.006 et puis donc le facteur lambda. Alors, une fois qu'on a les énergies, c'est bien, mais c'est aussi bien d'avoir la forme des états propres. À quoi ils ressemblent, ces états propres? Bon, ils sont de moment cinétique nul, donc ils sont invariants par rotation, mais je peux m'intéresser à ce que j'obtiendrais si je faisais une photo à un instant donné de mes trois particules, si je mesurais à un instant donné la position des trois particules, quelles sont les configurations les plus probables? Et la configuration la plus probable, eh bien, c'est un triangle allongé. Et ça se comprend assez bien, puisque la fonction d'onde phi de R alpha, c'est une fonction petit phi de R fois un f de alpha. La fonction f de alpha elle-même, elle est piquée autour de alpha égale 0, hein, ici. Elle est nulle en pi sur 2, elle est piquée autour d'alpha égale 0. Et alpha égale 0, ben, je me remets toujours près de ce dessin-là, c'est prendre deux des particules très proches l'une de l'autre. Hein. Donc la configuration qu'on attend pour ces trimères d'Efimov, c'est une configuration un peu comme celle que j'ai dessinée ici. C'est un exemple possible de résultat de mesure avec deux particules proches l'une de l'autre et la troisième nettement plus loin. Voilà. Et une fois qu'on a une configuration comme ça, eh bien, toutes les autres sont les mêmes, hein, puisque vu la structure de la fonction d'onde, phi de r fois f de alpha, cette structure-là, elle est déterminée par la partie angulaire, f de alpha, qui est la même pour tous les trimères d'Efimov, et simplement passer d'un trimère n au trimère n plus 1, c'est changer la fonction phi de r, mais ça ne change pas la répartition angulaire. Donc ce que je viens de vous dire pour mon dessin-là est valable pour tous les trimères d'Efimov. On va retrouver ce critère dans un instant quand on va regarder le problème de l'atome d'hélium. Voilà. Bon, ça c'est ce que je pouvais dire sur le cas A égale l'infini, 1 sur A égale 0, le cas de la résonance. Je vais dire juste quelques mots ici sur ce qui se passe en dehors de la résonance, A positif ou A négatif. Je reviendrai dessus la semaine prochaine, donc là je vais être très bref. Je vais juste vous expliquer ce qui se passe et pourquoi ça devient plus compliqué. Quand je me mets hors résonance, donc quand la longueur de diffusion n'est pas infinie, et elle n'est pas nulle non plus, je prends un cas avec des interactions, à ce moment-là, eh bien, elle figure dans ma relation, dans la condition limite de Bethe-Peierls. Cette condition limite de Bethe-Peierls, donc qui porte sur ma fonction phi de R alpha, ben, on l'a déjà vu tout à l'heure, elle fait intervenir maintenant le rapport grand R sur A. Comme je disais, là, R il est content, il a quelque chose à qui il peut se comparer, donc il reste dans l'équation. Et donc le problème est plus compliqué, parce que maintenant les deux variables, angle de delta alpha et puis hyperrayon, sont couplées, et je suis vraiment face à un problème à deux variables. Je ne peux pas le résoudre de manière séquentielle, traiter d'abord le rayon, puis l'angle. Alors bon, il faut avoir recours à des techniques numériques, ou alors à des approximations. Et on verra la semaine prochaine une approximation possible, qui est une approximation de type adiabatique, où là, on va chercher à séparer le problème, donc continuer à résoudre d'abord en alpha, puis après en R, mais ça va être approché, c'est-à-dire qu'on va supposer qu'on va traiter l'angle alpha comme une variable rapide, donc on va refaire une approche de type Born-Oppenheimer, mais là, l'infiniment petit, ce ne sera pas le rapport petit m sur grand m comme les semaines précédentes. Ce sera, enfin, il n'y a pas vraiment l'infiniment petit, mais donc la variable rapide, ce sera l'hyperrayon, et puis la variable lente, la variable rapide, ce sera l'hyperangle,
l'angle de delta, alpha, et la variable lambda, ce sera l'hyperrayon. Donc on supposera que quand mes particules se rapprochent les unes des autres, eh bien, et s'adapte toujours au niveau angulaire, c'est-à-dire que la configuration du triangle est toujours celle qui minimise l'énergie, puis le rayon diminue doucement, l'hyperrayon diminue doucement, et puis éventuellement il peut réaugmenter après. On supposera donc que l'angle suit adiabatiquement le rayon. Alors à ce moment-là, évidemment, si on accepte de faire une approximation de ce type, on peut de nouveau traiter le problème séquentiellement, et on verra ce que ça donne la semaine prochaine. Voilà. Toujours est-il que quand on fait ça, eh bien, on retombe sur le même type de diagramme énergétique que celui que j'ai annoncé au début de ce cours, et celui qu'on avait trouvé complètement pour le problème léger, lourd, lourd, petit m, grand m, grand m. Comme toujours, il y a beaucoup d'écart entre ce qui se passe pour le trimère n et le trimère n plus 1. On a des facteurs 22,7 au niveau des distances, on a 22,7 au carré au niveau des énergies. Donc pour essayer de mettre tout ça sur un même graphe, on a intérêt à prendre des coordonnées resserrées. Donc ici, au lieu de mettre en abscisse 1 sur a, j'ai mis 1 sur racine de a, plus précisément 1 sur racine de valeur absolue de a, et puis les a négatifs, je les mets à gauche, les a positifs, je les mets à droite. Pour l'énergie, plutôt que de mettre l'énergie ici, je mets l'énergie puissance 1 quart, histoire de bien tasser tout le monde. Et donc là, maintenant, mon diagramme ici est à l'échelle. Et donc, sur ce diagramme-là, on retrouve ce qui se passe à résonance, c'est ici. Hein, la résonance, c'est ici. C'est donc A égale plus ou moins l'infini. 1 sur A égale 0. Et puis, on retrouve les caractéristiques que j'avais annoncées. Donc, à résonance, ici, mes énergies sont dans un rapport 1 sur lambda 2, ce qui veut dire que, comme je prends la puissance 1 quart, ici, ce que j'ai, c'est 1 sur racine de 22 en écart, donc quelque chose entre 4 et 5. C'est pour ça qu'on arrive à mettre les deux sur le même graphe et à continuer à avoir quelque chose. Et puis, vous avez retrouvé ces points où la longueur de diffusion est négative et trop faible pour lier les trimères, trop faible en valeur absolue. Donc, vous avez ces points où les trimères cessent d'exister, les points que je note A-n, A-n-1, qui sont dans un rapport lambda, exactement comme ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et puis, de ce côté-ci, vous avez les points où le trimère cesse d'exister, non pas parce qu'il n'est pas assez lié, mais parce que le dimère est encore plus lié que lui, les points que j'ai notés A étoile n, A étoile n plus 1, qui sont eux aussi dans un rapport lambda. Et puis, un bonus que je n'avais pas discuté du tout la semaine dernière, mais qui est bien présent là, c'est le lien entre ce qui se passe à la gauche de la résonance et ce qui se passe à la droite de la résonance, c'est-à-dire les A-n et les A étoile n. Et en fait, ce qu'on voit bien sur le diagramme, c'est que le A étoile n qui est ici est quasiment égal au le A-n qui est ici est quasiment égal au A étoile n plus 1 qui est là. C'est-à-dire qu'il y a une différence de l'ordre de 22,5 entre le A-n et le A étoile n. Donc du coup, le A-n et le A étoile n plus 1 sont à peu près à la même valeur, à 3 ou 4% près. Voilà. Et un des grands apports de la physique des atomes froids, qu'on verra la semaine prochaine, c'est d'avoir pu justement faire cette connexion entre la partie négative de la résonance et la partie positive de la résonance, voir cette universalité entre les deux branches, pas entre les deux branches, entre les deux côtés de la résonance. Bien. Alors, j'aimerais terminer ce cours avec une première illustration expérimentale qui porte sur les trimères d'hélium. C'est une série de très jolies expériences, comme je disais, qui sont étalées sur plus de 20 ans et qui ont conclu de manière très belle à l'existence de ces trimères d'Efimov. Alors déjà, un mot sur l'interaction entre deux atomes d'hélium. Donc le potentiel hélium-hélium, des atomes d'hélium dans leur état fondamental, est dessiné ici. Donc il a une partie attractive, une partie répulsive. Il a une portée qui est donc donnée par le rayon de Van der Waals, qui est 0,3 nanomètres typiquement. Et la longueur de diffusion qui lui est associée est beaucoup plus grande que la portée. Elle est 30 fois plus grande typiquement, puisqu'elle vaut 9 nanomètres. On est vraiment dans le cas d'une résonance de diffusion, c'est-à-dire qu'on est dans le cas où la longueur de diffusion, elle est positive en l'occurrence, mais surtout en valeur absolue, elle est beaucoup plus grande que la portée du potentiel. Et plus précisément, ce potentiel, en fait, il admet juste un état lié, mais qui est très très faiblement lié. C'est-à-dire que, ça se traduit, c'est pour ça que la longueur de diffusion est grande et positive. C'est-à-dire que cet état lié, si je le dessine sur ce diagramme-là, eh bien, ce sera quelque chose qui sera ici. Et encore, mon dessin n'est pas à l'échelle, puisque quand vous regardez les ordres de grandeur, l'énergie de l'état lié est à 10-7 électronvolts, alors que la profondeur que j'ai dessinée ici,
elle est à 10-3 électronvolts. Donc en fait, j'aurais dû tracer cette ligne rouge à 10-4 près, en valeur relative de l'axe des X, ce que je ne suis pas capable de faire, c'est l'épaisseur du trait de crayon. Voilà. Donc on est dans la situation où l'atome d'hélium que nous a fourni la nature est tel que l'étalier vient juste d'apparaître, mais si, pour une raison mystérieuse, je ne sais pas si H bar avait été différent de ce qu'il est en réalité, eh bien, le potentiel atome hélium avait été un tout petit peu plus faible, eh bien, l'étalier hélium-hélium n'existerait pas. Voilà. Il n'y a pas d'autre étalier dans ce puits de potentiel. Alors, ce puits de potentiel, il est bien connu. Ici, vous voyez un diagramme où, en fait, il y a plusieurs lignes, mais c'est juste que c'était un article de Tang et Tenise de 2003 où il traçait les différents termes pour voir quelles étaient les contributions. Donc, quand on écrit n égale 3 ici, ça veut dire que ce qu'on prend en compte, c'est tous les termes jusqu'à 1 sur R puissance 2n, donc 1 sur R6. Quand on voit n égale 5, ça veut dire qu'on a pris des termes en 1 sur R6, donc l'interaction de Van der Waals habituelle, plus 1 sur R8, plus 1 sur R puissance 2n, donc n égale 5, 1 sur R10. Et voilà. Et donc on est capable de prendre en compte comme ça les Van der Waals en 1 sur R6 plus les différentes corrections, et on connaît donc très très bien ce potentiel. Ce qui n'est pas le cas pour les alcalins plus lourds. Alors, ces dimères et ces trimères, donc ils ont été prédits il y a longtemps, mais ils n'ont été vus finalement qu'il n'y a pas si longtemps que ça, dans une très jolie expérience d'interférence atomique de Schölkopf et de Tenise, donc l'auteur du potentiel que je décrivais à l'instant. Alors cette expérience, la voilà. J'ai déjà décrite dans un cours précédent, mais je ne pensais pas aux trimères à l'époque, donc là maintenant je la reprends du point de vue des trimères. Vous prenez une source d'hélium, et cette source d'hélium, donc, elle a une pression qui va varier. Et la pression va jouer un rôle dans ce qui va suivre. Et donc là, pour la première manip, elle était à 15 bars et froide, 30 Kelvin. Vous faites une détente supersonique pour faire un jet d'hélium. Et quand on fait une détente supersonique, comme ça, il y a un refroidissement supplémentaire lors de la détente. Et on se retrouve avec une dispersion en vitesse qui est faible pour le jet, un delta V sur V qui est de l'ordre de 15%. Donc un jet qui n'est pas monocinétique, mais qui néanmoins est peu dispersé autour de sa vitesse moyenne. Ce qui veut dire, en termes d'onde de matière, que la longueur d'onde de De Broglie est bien définie, et en l'occurrence, elle vaut 0,18 nanomètres. Ce jet, on va le collimater avec deux fentes, donc de largeur 10 microns, qui sont séparées d'à peu près 50 cm ici. Et donc là, on se retrouve avec un jet monocinétique bien collimaté, et ce jet, eh bien, on va l'envoyer sur un réseau de diffraction. Alors, le réseau de diffraction, vous le verrez mieux sur cette diapositive-là. Voilà, il est ici. Donc c'est un réseau qui est matériel, hein, c'est des barres avec des trous entre les barres. Le pas du réseau, c'est 200 nanomètres. Et ce qu'on s'attend, quand on envoie une onde de matière là-dessus, c'est donc de voir un phénomène de diffraction avec des angles qui seront des multiples entiers du rapport lambda de Broglie sur le pas du réseau. Voilà, donc le petit n ici, c'est un nombre entier. Donc Schölkopf et Tenise font la manip, et voilà ce qu'ils trouvent. Donc, regardez d'abord la courbe du bas. Donc, ici, vous avez un premier pic, et ici, vous en avez un deuxième. Le premier pic, ici, en n égale 0, c'est simplement le jet non diffracté. Vous voyez, c'est le jet qui continue tout droit ici. C'est les atomes qui sont passés dans les fentes et qui n'ont pas été diffractés. Celui-là, il sert à calibrer l'expérience, à mettre le 0. Et puis, le premier pic, ici, le pic n égale 1, c'est très joli. C'est ce qu'on attend pour des atomes d'hélium de masse 4. Donc, vous prenez lambda de Broglie égale h sur mv, vous mettez la masse de 4 pour l'atome d'hélium, et vous trouvez cet angle-là qui est de l'ordre du milliradian. Et puis, quand on regarde bien ici, on voit peut-être ici quelques bosses. Et si on fait un zoom, donc on obtient la courbe qui est au-dessus ici, donc ça c'est un zoom x 60, et bien là on voit un premier pic au milieu du pic n égale 0 et du pic n égale 1, et là on voit un deuxième pic qui est au tiers du pic n égale 0 et n égale 1. Et là, pas de surprise, pourquoi est-ce qu'on a ça ? Le pic du milieu, c'est parce qu'on a remplacé la masse de 4 par la masse de 8, donc on a formé un dimère, et donc ce pic, c'était les dimères qui s'étaient formés dans le jet supersonique, qui sont eux aussi diffractés par le réseau, mais ils sont diffractés avec un angle 2 fois plus petit, parce que leur longueur d'onde de Broglie est 2 fois plus courte. Et puis l'autre pic, à un tiers ici, eh bien, c'est le trimère, c'est un trimère d'hélium, avec une masse de 12, 3 fois 4, donc on les voit. Très belle expérience d'interférométrie atomique qui montre l'intérêt de l'interférométrie pour aller détecter des molécules qui seraient difficiles à voir autrement.
Alors, est-ce que le trimère qui a été vu par Schoellkopf et Tönnies, est-ce qu'il est éligible en termes de trimère d'Efimov? Alors pour ça, on va se livrer à une petite gymnastique intellectuelle. On va prendre le potentiel hélium-hélium que nous a fourni la nature, et on va supposer qu'on peut le multiplier par un facteur zeta, un nombre sans dimension zeta, et regarder ce qui se passe quand je balaye zeta. Donc ça revient finalement à me remettre dans ce diagramme que j'ai beaucoup utilisé, où on change la longueur de diffusion et on met 1 sur A en abscisse. Donc, comme je vous l'ai dit, on est dans la vraie vie, si je prends zeta égale 1, on a un potentiel qui a A positif, l'étalier vient d'apparaître, et en fait, donc on est ici, et ce qu'on prédit, c'est qu'il doit exister 2 trimères d'hélium, celui-ci qui est celui, en fait, je vous dévoile, je vous donne tout de suite le résultat, c'est celui qui est vu dans l'expérience que je viens de vous décrire, plus un autre qui est là. On s'attend à avoir 2 trimères et 2 trimères seulement. Tous les autres ont déjà rejoint la branche du dimère, donc ont disparu. Voilà. Donc voilà ce qu'on attend pour le potentiel réel hélium-hélium. On attend 2 trimères. Maintenant, si jamais on change de 3% le potentiel hélium-hélium, si je multiplie mon potentiel hélium-hélium par zeta égale 0,97, à ce moment-là, ma longueur de diffusion devient infinie. Donc c'est là que l'étalier disparaît et je me retrouve avec le problème d'Efimov. À ce moment-là, on peut résoudre ce problème, mais non pas avec un pseudo-potentiel, mais avec le vrai potentiel qui est écrit ici. Et ce qu'on trouve, eh bien, c'est un rapport entre l'énergie E1 sur l'énergie E0 qui vaut 570. Ce n'est pas très différent du 515 que prédisait Efimov pour son modèle universel de portée nulle. Donc on se dit, bon, pas mal quand même. Et puis, si on change un peu plus le potentiel hélium-hélium, si on le diminue non pas de 3%, mais de 10%, à ce moment-là, le trimère qu'on a vu disparaît. Il n'y a évidemment plus de dimères qui existent, mais il n'y a même plus de trimère. Si la nature nous avait fourni un potentiel 10% plus faible pour l'atome d'hélium, il n'y a jamais eu de trimère d'hélium détecté. Voilà. Donc avec tout ça, posons-nous la question, est-ce que le trimère qui a été observé dans l'expérience, et je vous le dis, c'est celui-ci, est-ce que c'est un trimère d'Efimov ou pas? Et alors là, évidemment, il y a ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Ceux qui disent oui, c'est plutôt ceux qui l'ont trouvé, et ceux qui disent non, c'est ceux qui vont trouver l'autre trimère. C'est logique. Les physiciens sont des humains comme les autres. Alors, dans les arguments pour, je dirais qu'on est bien dans une situation où la longueur de diffusion est grande devant la portée du potentiel. Donc, l'hypothèse d'Efimov d'avoir une résonance de diffusion à grande van B est satisfaite. Et puis aussi, si on se met à résonance, comme je disais, on a quasiment le bon rapport d'énergie, 570 ou 515, bon, la différence n'est pas bien grande. Les arguments contre, maintenant, qui sont tout à fait recevables. Argument contre, le premier, c'est que si maintenant on va explorer ce qui se passe quand on augmente zeta, donc artificiellement, je vais supposer que le potentiel hélium-hélium, le potentiel à 2 corps, est plus grand que ce qu'il n'est en réalité. À ce moment-là, la branche du dimère ici, la branche du trimère ici, ne rejoint jamais la branche du dimère. Le trimère reste toujours plus lié que ne l'est le dimère. Donc ça, c'est quand même un ingrédient qui manque dans la phénoménologie efimovienne, c'est cette disparition du trimère qui vient se noyer dans la branche, le trimère qui vient se noyer dans la branche du dimère. Et puis, deuxième argument, qui est peut-être encore plus sérieux, c'est que quand on calcule la géométrie de ce trimère, quand on met le potentiel réel hélium-hélium et qu'on cherche sa géométrie, eh bien on trouve que c'est essentiellement un triangle équilatéral. Enfin, les angles ne sont pas exactement un triangle équilatéral, mais c'est proche d'un triangle équilatéral. Alors que je vous rappelle que pour un trimère d'Efimov, on attendait quelque chose de très allongé, avec 2 particules proches l'une de l'autre, et puis la troisième particule loin. Mais évidemment, quand on fait les calculs, on peut aussi appliquer ces calculs-là à l'autre trimère, et là on trouve que tous ces arguments tombent pour le trimère qui est là-haut. Lui, sa branche se termine bien quelque part, si on change le potentiel hélium-hélium et qu'on le rend plus grand, et puis par ailleurs, il a bien la bonne géométrie allongée. Donc, il faut le chercher, ce trimère. Alors, on le cherche, et en particulier Tönnies, qui était donc l'auteur à la fois du potentiel, le calcul théorique du potentiel, et puis de la première manip avec Schoellkopf, fait partie d'un groupe à Göttingen qui a cherché ce trimère excité. Alors là, ce sont des manips de 2005, donc 10 ans après la première, et où ils ont cherché ce trimère excité par un joli effet, enfin un effet tout bête, de passoire. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur réseau, mais ils l'ont incliné, en se disant que le trimère excité va être beaucoup plus gros que le trimère fondamental. Et donc, si au lieu de prendre le réseau bien normal au jet, si je l'incline,
il y a un moment où l'angle solide sous lequel les atomes arrivants vont voir le trou va devenir plus petit, et puis ils sont trop gros pour passer dans le trou, hein, c'est le principe de la passoire, et donc on s'attend, quand on bouge l'angle, à avoir un effet seuil, où en dessous d'un certain seuil, j'ai les deux trimères qui contribuent, et puis au-dessus de ce seuil, je n'ai plus que le trimère fondamental. Donc il cherchait un effet comme ça. Malheureusement, résultat négatif, et résultat si négatif qu'il conclut la chose suivante. Ils s'attendaient à avoir à peu près 10% de trimères excités dans leur expérience. Ils font la manip et ils mettent un seuil maximum à 6%, et disent que la différence entre ce qui était les 10% attendus et puis la experimental upper limit of 6% is sufficient to entertain the possibilities that the helium-3 Efimov state, donc on parle du deuxième ici, does in fact not exist despite the over 40 theoretical publications which have appeared since 1977. Donc c'est marrant parce que Tönnies était auteur du potentiel qui a prédit ce trimère-là, mais comme sa manip ne marchait pas, il était prêt à remettre en cause les calculs fondés sur ce potentiel. C'est un peu schizophrène comme position. Tönnies est un très grand physicien et j'ai une profonde admiration pour lui. Voilà. Mais c'est quand même une conclusion assez intéressante. Et c'est une conclusion qui en fait n'était pas correcte. Le deuxième trimère a été observé. Il a été observé plus tard, donc en 2015, donc il y a 7-8 ans, dans une expérience qui est faite à Francfort cette fois-ci, et qui est une expérience vraiment très jolie. Alors, elle reprend les ingrédients de la manip initiale de Göttingen. C'est-à-dire qu'il y a toujours un jet supersonique, il y a toujours un réseau de diffraction, on sélectionne toujours le pic correspondant à une masse de 3 diffractés, et pour détecter ce trimère d'Efimov, eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est, techniquement, ils ont réduit la pression de leur jet supersonique. Tönnies et son groupe à Göttingen, dans les expériences de 2005, avaient varié la pression beaucoup, entre 1 et 50 bars. Le groupe de Francfort a réduit encore et passé à 0,3 bars, et c'est ça qui leur a permis d'observer le trimère, avec une technique que je vais décrire dans un instant. Je dirais la raison pour laquelle le trimère est là à 0,3 bars et n'est plus là à 1 bar, elle est vraiment mystérieuse. Quand on lit l'article de Science de 2015, ils invoquent plusieurs raisons possibles de destruction du trimère quand la pression est trop élevée en sortie du jet supersonique. Mais dès qu'on est obligé de mettre plusieurs raisons pour expliquer un phénomène, en général, c'est qu'on n'est pas sûr de soi, parce que sinon, une bonne raison vaut mieux que beaucoup de mauvaises. Enfin, elles ne sont pas mauvaises, hein, leurs raisons. Il y a sûrement la vraie raison dans ce qu'ils disent, mais je dirais, il n'y en a aucune qui, pour le moment, n'a été validée par rapport aux autres. Voilà. Bien. Toujours est-il qu'il a fallu mettre 0,3 bar pour voir ce trimère. Alors, comment est-ce qu'ils l'ont vu ? Eh bien, ils l'ont vu par explosion coulombienne, ce qui est vraiment très joli. Ils ont envoyé sur le jet sélectionné, dont on sait qu'il a une masse 3 fois la masse de l'atome d'hélium, ils ont envoyé un faisceau laser qui va ioniser les 3 atomes simultanément. Donc on avait initialement 3 atomes neutres, et on se retrouve avec 3 ions chargés positivement, qui vont donc se repousser, puisque c'est des charges qui sont toutes plus. Donc ils vont se repousser, ils vont s'étaler, et on va détecter leur impact sur un détecteur situé sous la zone d'ionisation, ici. Et ce qu'on attend, c'est que le trimère fondamental, lui, a 3 atomes qui sont proches. Donc, une fois que je les ai ionisés, j'ai une grande énergie de Coulomb, donc ils vont se repousser beaucoup. Donc, je vais obtenir 3 spots, là où les 3 atomes tombent, enfin, à chaque fois, j'ai 3 impacts qui sont très éloignés les uns des autres, alors que mon trimère excité, lui, correspond à des atomes beaucoup plus loin les uns des autres, et donc la répulsion coulombienne est beaucoup plus faible, et à ce moment-là, les 3 atomes seront beaucoup moins loin les uns des autres quand je vais les détecter. J'ai mis ici les énergies. Hein. Vous avez à peu près 5 énergies coulombiennes pour le trimère fondamental et 10 fois moins, typiquement, ou 8 fois moins, pour le trimère excité. Donc, ils font l'expérience et ils trouvent qu'effectivement, il y a une distribution bimodale des répartitions des atomes quand on détecte. Le trimère fondamental donne lié à des impacts loin les uns des autres, formant plus ou moins un triangle équilatéral, et le trimère excité donne lieu à des atomes proches les uns des autres et ayant la bonne structure. Alors ça, c'est ce qui est représenté ici. Je vous explique ce qui est ici. Ça, c'est une représentation commode pour voir la géométrie dans l'espace. Donc ce qu'on prend, c'est qu'on prend les 3 impacts qui sont là, hein, celui-ci, celui-ci et celui-là. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 2 atomes les plus éloignés sur le triplet. On va en mettre un ici.
J'espère que vous le voyez. Oui, c'est le point rouge là en bas à gauche. On va en mettre un autre là. Voilà. Et on va positionner le troisième par rapport à ces deux atomes-là. Donc le troisième, puisque par définition il est moins éloigné des autres que ne l'étaient les deux atomes que j'ai mis ici et puis là, il va aller se mettre dans cette zone-là. Si j'ai un triangle équilatéral, ben, doit se mettre quelque part par là. Mais là, ce qu'on voit, c'est que pour le trimère excité, le troisième atome vient se mettre soit ici, soit là. Donc ça veut dire que la géométrie qu'on a, c'est une géométrie qui est soit un triangle qui est comme ceci, soit un triangle qui est comme ça. Donc ça remplit complètement les questions qu'on se posait. Hein. Ils ont effectivement bien détecté le trimère recherché. Il a bien la bonne géométrie d'Efimov. Il remplit le cahier des charges de disparaître si jamais on prend un potentiel qui est plus grand que ce qui n'est en réalité. Donc, enfin, le trimère d'Efimov d'hélium était vu dans cette expérience de 2015. Voilà. Bien, je conclus. Donc, c'est des conclusions provisoires parce qu'il y a encore toute l'activité atome froid à couvrir. Mais ce qu'on a vu, c'est donc qu'il y a effectivement ce potentiel 1 sur R2 que j'avais annoncé de multiples fois qui émerge quand je prends une interaction à 3 corps résonante. On a un schéma énergétique qui est donc celui qu'on avait rencontré aussi pour le problème petit m, grand m, grand m. On a un paramètre d'échelle fixe qu'on a pu calculer ensemble, ce 22.7. On a vu les premières expériences sur l'hélium. Et donc, ce qui nous reste à voir, ce sont les manips sur les alcalins, avec une surprise. Et ça a été une surprise, c'est vraiment l'expérience qui l'a apportée. C'est une surprise qui porte sur ce paramètre à 3 corps. Ce paramètre à 3 corps, je vous rappelle, c'est un nombre que je mets pour empêcher la chute vers le centre, mais a priori, c'est un nombre qui est quelconque. Et en fait, on a découvert que ce paramètre à 3 corps, dans les manips faites sur les atomes alcalins, en fait, il est plus ou moins universel, c'est-à-dire qu'il est donné par le rayon de Van der Waals, un facteur multiplicatif près. Et ça, c'est un très joli phénomène qu'on explique maintenant, mais qui était inattendu au départ. Voilà. Bien, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Et puis, donc, d'ici 15 minutes, le séminaire d'Alain. Merci beaucoup.